et à tous, bienvenue à La Rochelle. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la 7e étape du Campus Tour. Aujourd'hui, nous présentons le groupe Subdeco La Rochelle et pour répondre à toutes vos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Laurent-Collin, directrice du programme Grande École. Bonjour. Bonjour. Et Lucie Baudry, étudiante en 3e année. Je vous propose de commencer dès à présent avec les questions des internautes. Donc, première question, pouvez-vous rapidement nous présenter le programme de l'ESC? Isabelle, plutôt pour vous. Très bonne question, merci. Avant tout, le programme de l'ESC, c'est un projet. C'est un projet avec une forte identité. Et cette identité, c'est celle que nous proposons donc à nos candidats et demain à nos étudiants. Cette identité, c'est de l'individu qui sont aujourd'hui, aux managers responsables qu'on va tenter de créer avec eux pendant ces 2 ou 3 années au sein de notre parcours et de notre cursus. Donc l'idée, c'est de leur proposer en fait un maximum d'activités, un maximum de sollicitations pour les amener à développer leur autonomie, leur maturité, afin de favoriser le seul objectif que nous partageons tous, c'est-à-dire leur insertion professionnelle. Très belle ambition, merci pour cette réponse. Question de Renard à présent, pourquoi venir vivre à La Rochelle? Merci. Donc, plus général, peut-être Isabelle commencer, Lucie vous compléterez. La Rochelle, après, c'est un coup de cœur généralement. On peut bien évidemment apprécier la ville pour ses qualités architecturales, on peut aussi apprécier la ville parce que c'est une ville qui est assez sécurisée, c'est une ville dans laquelle on se promène facilement à pied, en fait, on est complètement autonome en termes de transport, mais avant tout, c'est généralement un coup de cœur parce que c'est la proximité de l'océan, c'est aussi la proximité avec Paris, c'est la proximité avec Londres. Personnellement, j'ai vu beaucoup d'attrait. Maintenant, en tant qu'étudiant, je ne sais pas. Alors, en tant qu'étudiante, effectivement, il y a beaucoup d'attrait pour la ville de La Rochelle. Effectivement, la proximité avec l'océan, un cadre de vie qui est idéal, des températures très élevées, un temps estival. Et puis, on le constate aujourd'hui. Voilà, exactement. Et puis, effectivement, plein d'activités, qu'elles soient culturelles, ludiques, dans la ville à faire régulièrement tous les week-ends. Notamment, je pense aux Francopholies de La Rochelle, au cliff diving, qui sont des événements organisés par Red Bull notamment, et qui fait vraiment vivre la vie de La Rochelle. Merci. Question d'intello maintenant. Peut-on intégrer votre école même si on n'a pas fait des études de commerce? Les cours sont-ils plus durs à appréhender? Je pense que c'est justement une des forces du concours passerelle. C'est de permettre à des étudiants qui ont eu des parcours différents, même diversifiés, et qui, pour une raison qui est la leur, souhaitent rejoindre les parcours de management, ce concours permet justement d'intégrer avec une formation initiale très différente. Donc, il est évident que lorsqu'on a fait un parcours technique et qu'on décide d'intégrer les écoles de management, on va certainement avoir un peu de travail à faire pendant l'été. Donc, les candidats et nos futurs étudiants peuvent déjà compter sur nous pour prendre contact avec eux et leur donner un certain nombre de livres à lire, effectivement, et puis d'informations à récupérer pour faciliter leur intégration au sein de l'école. Maintenant, on peut tout à fait intégrer un parcours en management, quelle que soit sa formation d'origine. D'accord, très rassurant comme réponse. Donc, tous les profils, oui, puis tous les profils sont les bienvenus et au contraire, c'est l'opportunité pour nous de créer des promotions qui sont riches, qui sont diversifiées. Et ce qui va faire la force d'un travail de groupe, c'est aussi les expériences et donc forcément les formations initiales différentes. Donc au contraire, nous les accueillons à bras ouverts. Vincent, maintenant. Bonjour, en quoi votre école contribue-t-elle à l'épanouissement des étudiants? Vaste programme. Alors après, quel type d'épanouissement? Je passerai la main à Lucie tout à l'heure peut-être pour développer. Nous, on va parler de l'épanouissement, on va dire, du projet professionnel peut-être déjà, et qui passe bien évidemment aussi par un environnement personnel et aussi par la vie associative. Je pense que vous développerez probablement. Après, l'épanouissement, c'est la connaissance. C'est la connaissance de soi. C'est aussi la connaissance du projet qu'on veut réaliser au sein de l'école. Et c'est l'appropriation de tous les moyens qui vont être proposés par l'école pour atteindre ce projet. Donc, on va parler des associations. On va parler aussi de ce que nous appelons l'EDP, l'expérientiel et le développement personnel. C'est tout le processus que nous avons mis en place au sein de notre école pour accompagner l'étudiant de la définition de son projet jusqu'à la réalisation. Donc ce sont des étapes où l'étudiant va être accompagné par un tuteur, par un mentor, par un certain nombre de professionnels qui vont lui permettre d'intégrer chacune des étapes de son projet professionnel. C'est très clair, Lucie. Alors,
comment on avance et comment on s'épanouit au sein du groupe Subdeco La Rochelle. Effectivement, comme l'a dit Mme Laurent Collin, ça passe par différents projets, différents investissements, et notamment celui de la vie associative, qui est très présent au sein du groupe Subdeco La Rochelle. Il y a d'ailleurs une spécialisation dès la 2e année qui favorise notre investissement et notre engagement dans la vie associative, qui est le parcours entrepreneuriat. Ça, c'est également l'occasion de se révéler soi-même, de connaître nos limites, connaître aussi nos forces surtout, et puis ce qui va nous faire avancer dans la vie. Très bien. Question un peu plus ciblée. Lucie, pourquoi as-tu choisi Subdeco La Rochelle? Spécifiquement votre cas, qui pourra servir d'exemple, mais qui n'engage que vous pour l'instant. D'accord. Alors, pourquoi j'ai choisi Subdeco La Rochelle? Je dirais que c'est un vrai coup de cœur. Madame Laurent Collin le disait au début de notre échange. C'est un vrai coup de cœur pour différentes choses. Tout d'abord, les projets de l'école. On reviendra peut-être sur la mission Humacité, qui est une vraie valeur de l'école, un vrai projet qui lui permet de se différencier. Donc avant tout pour cette raison, pour effectivement la vie associative qui est très importante au sein de l'école, pour sa dimension internationale, mais également pour le cadre de vie qui est effectivement très agréable. On a beaucoup de choses de proposées par la ville et par l'école. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai fait le choix du groupe Subdeco La Rochelle et je ne regrette en rien. Question de Johnny, donc un peu plus sur le programme. Quelles sont les spécialités de votre école? Alors justement, ce qui caractérise notre programme, c'est une triple spécialisation. Nous considérons qu'en fait, un job, c'est à la fois un environnement, c'est-à-dire c'est dans un lieu, un continent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la spécialisation géoculturelle. C'est aussi un secteur d'activité et ensuite, c'est une fonction. Donc le projet que nous proposons à nos étudiants, c'est cette triple spécialisation. Donc dès l'année de Master 1, 2 spécialisations, la spécialisation géoculturelle, c'est-à-dire que l'étudiant va choisir parmi 5 propositions le continent qui lui correspond le plus, ou en tout cas celui dans lequel il se projette actuellement, et il va se spécialiser à la fois sur un environnement business, commercial, culturel, politique, mais aussi bien évidemment interculturel, de ces continents et de cet environnement. La deuxième spécialisation, c'est la spécialisation secteur, qu'il va aussi réaliser en Master 1. Alors là, c'est un choix de secteur qui lui appartiendra entre, par exemple, le secteur bancaire, l'industrie, le tourisme, le sport, le luxe. Il va travailler en groupe avec un certain nombre donc, de ses camarades et c'est une spécialisation qui va durer un semestre. Et pendant ce semestre, il va à la fois découvrir ce secteur, il va aller à la rencontre de responsables dans ce secteur et ensuite il va partager cette expérience avec ses camarades de promotion. Donc c'est aussi un moment de partage. Et puis la troisième spécialisation, c'est la spécialisation fonction, ce qu'on appelle souvent la majeure, qui est le degré d'expertise du choix de l'étudiant. Et là, pour répondre un peu plus précisément, bien évidemment, on va trouver des spécialisations qui sont les spécialisations traditionnelles requises par le monde du travail. On va trouver bien évidemment le marketing, on va trouver la gestion des ressources humaines, on va trouver les achats logistiques, on va trouver de la finance. Et puis on va trouver des spécialisations qui sont plus spécifiques à notre environnement, et notamment la spécialisation qui est en anglais, qui s'appelle International Project Management, puisque nous en parlerons peut-être tout à l'heure, nous sommes dans un environnement où, à La Rochelle, nous avons un environnement de projet très développé. Et puis, nous avons une spécialisation entrepreneuriale, qui peut être la poursuite du parcours dont parlait Lucie à l'instant, parcours entrepreneuriat associatif ou création d'entreprise, qui peut être poursuivi en 3e année. Donc, 3 types de spécialisation. Et puis ensuite, je pense que ce qui caractérise aussi notre programme, c'est la possibilité que nous proposons à nos étudiants en Master 2 de faire en fait un double diplôme avec un des MBA spécialisés du groupe. Et donc ça, c'est vraiment à destination des étudiants qui ont déjà un projet professionnel assez établi, pour lesquels le diplôme généraliste de l'ESC est le diplôme passeport qu'ils vont utiliser tout au long de leur carrière, mais qui souhaitent, pour favoriser leur insertion professionnelle, immédiatement renforcer cette majeure au travers de ce double diplôme spécialisé. Voilà. Je pense que c'était très clair. Question alors très logistique. Bordelais te demande, Lucie, combien d'heures de cours tu as par semaine? Alors, je
pense que c'est un peu particulier puisque tu es Voilà. en alternance, mais Tout à fait. peut-être parle de ton... Alors, sur les 2 premières années, je dirais que c'est relativement variable, mais c'est assez équilibré. Voilà, on en a sur chaque jour de la semaine, mais c'est réparti de manière à ce qu'on puisse effectivement allier vie personnelle et vie étudiante et vie scolaire. Donc en général, c'est plutôt équilibré. Et puis voilà, en ce qui me concerne pour cette dernière année, je suis en alternance. Et donc le rythme de l'alternance est plutôt 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. En moyenne, c'est généralement comme ça que ça s'organise. Peut-être qu'il est possible de développer, puisqu'on a une question d'Annika à ce sujet. Bonjour, comment se déroule la formation en alternance dans votre école? L'école nous aide-t-elle à trouver une entreprise? Merci. Donc là, c'est même en amont, avant d'avoir trouvé l'alternance. Est-ce qu'on est épaulé? Est-ce que vous accompagnez les... Alors, peut-être pour poser le cadre, ensuite je passerai la parole à Lucie pour à l'expérience de l'alternance. L'alternance, c'est vraiment, en ce qui me concerne, une voie très importante qui a connu un fort développement, on va dire, au sein de notre école sur ces dernières années. Aujourd'hui, l'alternance, quand on parle d'alternance, c'est aussi bien contrat de professionnalisation qu'apprentissage. Représente un peu plus d'un tiers de la promotion de 3e année, donc vraiment c'est un parcours qu'on souhaite développer et renforcer. Alors, quelle est la contribution de l'école dans l'aide que l'on peut apporter à nos étudiants pour trouver leur contrat? Je dirais qu'effectivement, en ce qui nous concerne, on va dire qu'il y a une obligation de moyens. Il est important pour nous, en tant qu'école, d'avoir la certitude que nos étudiants candidats à l'alternance sont en capacité, ont les compétences pour rechercher leur alternance. C'est-à-dire qu'ils ont un projet clairement établi, ils ont un CV qui est digne d'un CV, ils ont une lettre de motivation qui correspond aux offres qu'on peut leur proposer ou aux offres vers lesquelles ils se tournent spontanément. Donc ils sont en pleine possession de l'ensemble des compétences qu'il leur faut pour trouver le contrat. Après, il y a l'autre partie qui est l'obligation de résultat. Là, je vais peut-être passer la parole à Lucie qui, elle, a atteint cet objectif. Voilà, donc effectivement, c'est tout à fait vrai. On a un certain nombre de moyens qui nous sont mis à disposition pour décrocher un contrat d'alternance ou de professionnalisation. Après cela, c'est à nous, en toute autonomie, de vraiment prendre ces moyens et démarcher les entreprises. Alors l'école nous relaie certaines offres de partenaires et à nous voilà, de vraiment savoir se vendre, savoir mettre en avant les atouts qu'on a pu développer par d'autres projets, d'autres biais et puis de décrocher l'alternance. D'accord, mais c'est du coup un exercice, on vous fournit donc les moyens, l'école est là voilà. pour vous aider, mais c'est votre démarche et il faut être autonome là-dessus. Ce qui est d'ailleurs une bonne préparation à l'alternance. Qui est notre projet pédagogique, oui, effectivement, d'aller vers l'autonomie, tout à fait. Alors, question d'Amélie. Avez-vous des partenariats avec des entreprises du coin? Donc, Alors, on a des partenariats. Alors, je dirais que c'est une question qui est très intéressante, mais qu'on retrouve systématiquement. La question du partenariat en tant que tel, quand on est une grande école, je dirais de la conférence des grandes écoles, la notion de partenariat, c'est même notre raison de vivre. Donc oui, nous avons beaucoup de partenariats. Nous avons aussi des partenariats avec effectivement des entreprises locales ou des entreprises régionales, peut-être beaucoup plus avec des entreprises d'un niveau national et international, parce que la région Poitou-Charentes reste avant tout une région extrêmement agréable pour y vivre, très touristique, mais pas forcément une région très industrielle. Donc, nous avons des partenariats en fonction du secteur d'activité. Aujourd'hui, on est plus effectivement dans un environnement touristique. On est aussi dans un environnement industriel, et notamment en allant plus vers l'intérieur des terres. Donc, tout dépend bien évidemment du projet de l'étudiant. On l'accompagnera, mais pas d'inquiétude. Nos étudiants se positionnent en entreprise sans difficulté. Quelques-uns font le choix de rester dans la région, mais la plupart, effectivement, se positionnent au niveau national et international. question de Maxime. L'école dispose-t-elle de toutes les accréditations? C'est toujours un vaste sujet. On ne sait pas toujours d'ailleurs bien s'y retrouver dans ces accréditations. Donc je trouve que cet étudiant est déjà bien informé puisqu'il cherche à cocher. Mais donc je vous laisse... Mais je pense que c'est effectivement une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même plusieurs centaines d'écoles de commerce en France, plusieurs milliers dans le monde, et qu'il est quand même très délicat aujourd'hui de savoir quelle est l'école qu'on va choisir et sur quels critères on la choisit.
Donc pour rassurer ce candidat et puis j'espère cet étudiant l'année prochaine, nous avons toutes les accréditations qu'on peut espérer aujourd'hui sur un programme grande école. Alors bien évidemment, pour moi la plus importante de toutes, c'est la reconnaissance du ministère. D'accord ? Donc nous sommes bien visés avec grade de master. Nous avons depuis 2010 l'accréditation européenne, IPAS, qui reconnaît donc l'internationalisation du programme, qui a été renouvelée dernièrement encore pour 5 ans. Donc pas d'inquiétude. Et puis nous avons aussi depuis 2013 l'accréditation américaine WACSB, qui elle qualifie la qualité du programme, le corps enseignant et puis l'environnement, je dirais, d'apprentissage. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes fiers parce que c'est beaucoup de travail pour obtenir ces accréditations. Donc c'est une façon d'exister, c'est une façon de nous valoriser, c'est une façon d'être légitime, on va dire, au sein des écoles, des grandes écoles. Maxime peut donc être rassuré. Tout à fait. Question de Lolo. Quelles sont les activités proposées par l'école ? Encore une fois, alors, les activités, elles sont liées bien évidemment à notre environnement. Alors moi, je vais peut-être parler plus de l'environnement académique, l'environnement expérientiel. Je laisserai la voix du vécu à Lucie. Alors, les activités, avant tout, je pense que la force des écoles de management, c'est justement d'aller vers la diversité des expériences. Donc nos activités, elles vont être à la fois intellectuelles et, on va dire, sportives, ou elles vont être en entreprise, elles vont être au cœur de l'école, elles vont être seules, elles vont être en groupe. Notre objectif, c'est d'offrir un maximum de possibilités. Et puis surtout, notre objectif, c'est que les étudiants comprennent tout le potentiel qu'ils ont et qui leur est offert pour qu'ils puissent ensuite choisir ce qui leur correspond le mieux. Voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Donc oui, il y a un certain nombre d'activités qui sont notamment proposées par les associations, qui sont même créées par les associations et proposées aux autres étudiants. Donc il y a de grands projets, il y a la LR Beach Cup, qui est un grand événement du groupe Subdeco La Rochelle. Il y en a plein d'autres. Il y a Subdecook, des concours de cuisine. Il y a les Nautic Games qui font également profiter du cadre de La Rochelle. Et puis La Rochelle elle-même, la ville, propose un certain nombre d'activités sportives ou culturelles. Et donc oui, il y a largement de quoi s'occuper à La Rochelle et il y a plein d'activités proposées et par l'école et par la ville. Alors pour entrer un petit peu plus dans le détail, quelles sont les associations principale de l'école, qu'organise-t-elle, voyages, soirées, rencontres entre les différents promos? Je pense que je ne suis pas le meilleur porte-parole. Alors, il y a un certain nombre d'associations au sein du groupe Subdeco La Rochelle, les principales étant effectivement le bureau des étudiants, le bureau des sports, le bureau des arts, et puis il y a des associations un petit peu plus spécialisées. Il y a une association de communication, Welcome, une association un petit peu plus citoyenne qui s'appelle Subcitoyenneté. Il y a une association de voile, effectivement Subdeco Voile, qui nous permet de profiter du cadre. Quelles sont les activités qu'elles proposent? Chacune de ces associations ont un certain nombre de projets qu'ils mettent en place tout au long de l'année et qui permettent de rencontrer toutes les promotions de l'école, quel que soit le parcours, que ce soit des bachelors ou le programme Grande École ESC ou les MBA. Et ça permet effectivement de se rencontrer sur différents projets. Les associations, on y est initié dès la première année parce que ça fait partie d'un module qui est évalué. Et donc chaque étudiant est attendu sur la première année pour s'initier au parcours associatif. Et ensuite la deuxième année, c'est un choix de l'étudiant de poursuivre et de prendre des responsabilités au sein des associations. Très bien. Alors, toujours pour vous, Lucie, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que tu comptes faire après tes études? Alors, j'ai fait un BTS assistant de gestion à Rennes. J'ai ensuite passé donc les concours passerelles 1 pour intégrer le groupe Subdeco La Rochelle. En première année, c'est un tronc commun qui nous permet déjà d'avoir une première expérience à l'étranger qui est le Cap anglophone, on y reviendra. C'est une expérience de 2 mois à l'étranger dans un contexte anglophone donc. À la fin de cette première année, il y a effectivement la mission Humacité qu'on a évoquée déjà, qui nous permet de partir 3 mois en mission humanitaire, soit à l'étranger, soit en France, chacun son projet.
En deuxième année, j'ai fait le choix du parcours entrepreneuriat et j'ai pris la présidence d'une association qui est le Bureau des Arts. Et donc, par le biais de ce parcours spécialisé, on est accompagné, on a des formations de prise de parole en public, de management, de gestion de projet, de gestion de budget également. J'ai fait également le choix ensuite de partir en année de césure pour acquérir un certain nombre d'expériences. J'ai fait 6 mois en France et 6 mois à l'étranger. Et enfin, en dernière année, j'ai donc fait le choix de faire de l'alternance pour effectivement continuer à intégrer le monde professionnel progressivement tout en gardant un pied dans le monde étudiant. Et puis, voilà, de rentrer vraiment dans le monde professionnel. Et qu'est-ce que je souhaite faire ensuite? C'est exactement la question que j'allais vous poser de Debout la nuit. Quel débouché en termes de carrière dans la filière que tu as choisie, Lucie? Alors, j'ai fait le choix de la spécialisation de gestion des ressources humaines sur le secteur de l'industrie. Madame Laurent Collin vous parlait des différentes spécialités qu'on pouvait choisir. Aujourd'hui, je suis en alternance dans le secteur bancaire, en ressources humaines. La visibilité que j'ai sur le marché de l'emploi, je me fais pas vraiment de soucis. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'opportunités qui vont pouvoir nous être offertes. Et puis, j'espère même pouvoir poursuivre à l'issue de mon alternance dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Très bien. Alors, on change de sujet. Question de Claire. On va essayer de parler un peu plus en détail d'Humacité. Qu'est-ce que c'est? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je vais laisser Lucie parler de son expérience. On va laisser parler le cœur. Et ensuite, après, je vais conceptualiser. Entendu. Alors, la mission Humacité, elle est très spécifique au groupe Subdeco La Rochelle et elle permet vraiment de se différencier. C'est donc une mission humanitaire qui nous est proposée. Avec le choix de pouvoir effectivement partir à l'étranger dans le cadre d'une ONG ou encore de rester en France, parce qu'il y a beaucoup à faire en France aussi. Et c'est de donner vraiment 3 mois de notre scolarité, de notre vie finalement, à une association, à un projet qui nous tient à cœur. Et donc pour ma part, je suis partie 3 mois au Togo, donc en Afrique de l'Ouest, dans le cadre d'une mission d'insertion socio-professionnelle d'enfants de la rue et de jeunes issus de prison. Et donc l'objectif étant de contribuer à la vie quotidienne de ces enfants, de les aider dans leur quotidien, mais également de monter des projets avec eux qui leur permettent d'être autonomes dans leur cadre de vie. Très bien. Du coup, le concept. Le concept. En fait, en tant que responsable de ce programme, je considère que c'est la plus belle mission. La plus belle mission qu'on va proposer aux étudiants. Alors, bien évidemment, avant tout, je crois que c'est un grand moment personnel, comme vient de le dire Lucie. Je pense qu'on a avant Humacité et après Humacité en termes de, je veux dire, de connaissance de soi, de connaissance de ses limites, parce que Humacité, comme elle vient de le dire très justement, vécu en France ou à l'international, de toute façon, ça a la même puissance. Après, quel est le concept? Eh bien, en entreprise, les jeunes que l'on prépare au sein de notre école ont pour vocation de devenir des cadres, des encadrants à proprement parler. Et je pense que c'est issu de réflexions d'un certain nombre d'entre nous, de notre expérience aussi. La plus grande difficulté du cadre, c'est justement d'être à l'écoute de son équipe. Bien évidemment, il faut avoir des compétences techniques, mais là, je suis tout à fait rassurée. Ce bagage technique qu'on transmet à nos étudiants. Après, il y a des vraies compétences humaines. Et ce qui va faire la force pour moi d'un cadre, ce qui va faire la performance non seulement de cette personne mais aussi de son équipe, c'est cette capacité de s'écouter, c'est cette capacité de tendre la main vers l'autre quand l'autre est en difficulté, c'est cette difficulté finalement de savoir comprendre et gérer la fragilité, la précarité. Et ça, c'est tout à fait le concept d'Humacité. Alors, bien évidemment, facialement, c'est 3 mois au sein d'une association, mais c'est un booster considérable en termes de maturité et en termes de connaissance de soi. Oui, se mettre au service des autres. C'est ça, se mettre au service des autres et se connaître. Très bien. Alors maintenant, je vous propose, nous avons rencontré cet après-midi une étudiante, Mégane Danielou, donc étudiante en ESC2, et je vous propose de regarder son témoignage et on se retrouve juste après. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Moi, c'est Mégane Danielou. J'ai 22 ans. Je suis en ESC2. Ça équivaut en fait au Master 1. Et puis, je suis un parcours spécifique appelé en entrepreneuriat.
donc qui est destiné aux futurs managers, aux étudiants qui souhaitent créer leur entreprise et surtout aux responsables d'associations. Très bien. À quel type de carrière te destine ton cursus ? Mon cursus, en général, nous destine à être des cadres managers. Et moi, plus personnellement, j'aimerais être responsable logistique au sein d'une entreprise internationale. Très bien. Est-ce que tu es impliquée dans la vie associative de ton école ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Oui, je suis responsable d'un club qui s'appelle la LR Beach Cup. Donc en fait, on organise un tournoi sportif sur sable qui regroupe toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs de France. Pour vous faire visualiser un peu mieux, c'est un budget de 110 000 €. Donc c'est un club qui fait partie du bureau des sports. Ça m'apporte beaucoup, d'un point de vue professionnel d'abord, parce que c'est ma première expérience en tant que manager. Je gère une équipe de 5 personnes que j'ai moi-même recrutée. Et puis ça m'apporte aussi d'un point de vue personnel aussi, parce que ça m'a beaucoup apporté en termes de qualité. J'ai développé des qualités d'entrepreneuriat, de leadership. J'ai appris à déléguer, j'ai appris à avoir plus confiance en moi aussi. Et puis voilà. Et quel est le point fort de ton école et est-ce que tu t'y sens bien surtout ? Alors je m'y sens très bien, c'est d'ailleurs l'école que j'ai choisie. Le point fort de mon école, je dirais que c'est la vie associative, vraiment. Le cadre de vie, évidemment, parce que La Rochelle, c'est quand même une ville où il fait bon d'y vivre. Il y a beaucoup d'étudiants, elle est très proche du centre-ville. Voilà, c'est quand même un cadre agréable. Et puis surtout, sa forte dimension humaine, dans le sens où on est assez proche des professeurs. Il y a le projet Humacité aussi qui fait partie, c'est un des projets phares de l'école. Et voilà. Est-ce qu'il y a un endroit que tu voudrais faire découvrir aux futurs étudiants ? Oui, par exemple la cafétéria. Je peux vous la montrer si vous voulez. Allons-y. Donc, nous voilà à la cafétéria. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce lieu ? En fait, c'est un lieu convivial où on se retrouve tous, qu'on soit dans n'importe quelle promotion en fait. Et puis voilà, on échange, on se retrouve là pendant les pauses. C'est assez sympa. Merci beaucoup. Et nous voilà de retour en direct. Donc continuons puisque les questions sont nombreuses. Alors, question de Léa et Marido, donc sur la même thématique. L'expatriation est-elle obligatoire au sein du cursus ? Pendant combien de temps au maximum ? Et Marido vous demande, Lucie, est-ce que tu connais des étudiants qui sont partis à Pékin, New York ou Helsinki, comme indiqué sur donc, le kakémono qui est avec nous ? Est-ce que toi aussi, tu es parti là-bas ? Donc, vaste sujet. Donc, peut-être sur l'expatriation. Déjà le cadre, voilà. Un petit peu. Donc, l'expatriation est obligatoire. En revanche, nous laissons le choix de l'étudiant de définir la forme de son expatriation. C'est-à-dire que l'expatriation en université partenaire n'est pas obligatoire, mais auquel cas, il y aura des mois à réaliser à l'international en expérience professionnelle. Donc, ce qui laisse la liberté à l'étudiant de construire son cursus avec ou sans expatriation au sein d'un partenaire et de le réaliser en expérience effectivement professionnelle. Donc, pour un étudiant qui nous rejoint en première année, c'est 9 mois à réaliser, minimum. Pour un étudiant qui nous rejoint en première année, le maximum peut aller jusqu'à 2 ans d'expatriation, 2 années d'expatriation, puisque effectivement, il a la possibilité de suivre le cursus de La Rochelle, notamment sur nos campus associés. Alors, tout de suite, pour dédouaner Lucie ne pourra pas parler de nos campus de New York et de Pékin, parce que nous les avons ouverts cette année scolaire 2015-2016 et étant en 3e année, elle n'a pas eu la chance de suivre l'ESC soit à New York, soit à Pékin, soit à Helsinki. Donc l'expatriation, il appartient vraiment à l'étudiant. Encore une fois, en fonction, je dirais, de son projet et du cursus qu'il veut construire, de définir la forme, de définir aussi le continent. On parlait tout à l'heure de spécialisation par zone géoculturelle. Ça a du sens de choisir une expatriation en cohérence aussi avec la spécialisation qui sera celle du projet définitif. Voilà. Et puis ensuite, bien évidemment, en fonction de ses résultats, en fonction de ses aptitudes linguistiques, très important, il aura plus ou moins le choix, on va dire, sur l'ensemble des, aujourd'hui ça doit être 87, 90 universités partenaires avec lesquelles nous travaillons.
Très bien. Justement, sur les aptitudes linguistiques, mais question à l'envers, question de Marcella. Je suis brésilienne et voulais savoir si je pouvais intégrer l'école avec une formation initiale non française. Alors, si Marcella a un diplôme international, elle peut bien évidemment intégrer notre école, non pas par les concours passerelles, mais par le concours international du groupe, et auquel cas, je l'invite à prendre contact avec nous et nous lui donnerons l'ensemble des modalités de concours. Mais on peut intégrer notre école avec un diplôme qui n'est pas un diplôme français. Marcella, j'espère que vous avez bien noté. GG, quel pourcentage d'enseignants-chercheurs étrangers ou non avez-vous? Ah, c'est une bonne question, ça c'est une question d'accréditation. Nous avons à peu près 35% de nos enseignants-chercheurs qui sont de culture effectivement différente de la nôtre. Certains vivent en France depuis des périodes plus ou moins longues. Effectivement, ils viennent à peu près de tous les continents. Aujourd'hui, c'est important d'avoir au sein de nos formations des enseignants-chercheurs qui soient aussi qui est une culture, on va dire, différente de celle que nous côtoyons au quotidien. Donc c'est la raison pour laquelle, que ce soit en parcours qu'on appelle French Track, c'est-à-dire où la globalité des cours sont en français, ou sur le parcours English Track, 100% en anglais, nos étudiants rencontrent des professeurs de nationalités étrangères. On reste sur les chiffres. Quel est le taux de réussite au sein de l'école? Ah ça doit être le taux de diplomation, j'imagine. J'imagine, oui, c'est ce qu'ils entendent par réussite au sein de l'école. J'ai un peu tendance à dire que dans nos écoles, normalement, la sélectivité se fait à l'entrée. Donc, quand on intègre, quand on travaille brillamment et qu'on suit le cursus avec application, normalement, on devrait être à 100%. Alors, on n'est pas à 100%, on est à 95%. Ces 5%, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont parfois des situations personnelles compliquées. Parce que 3 années, 2 ou 3 années, c'est parfois long. Certains font une année de césure, ça fait 4 années de parcours. Malheureusement, parfois, effectivement, il se passe ce qu'on peut appeler des accidents de vie. Et puis après, ça peut être effectivement aussi des difficultés, je dirais, en termes de charge de travail, avec une motivation plus ou moins au rendez-vous. Bon. Mais ça reste quand même effectivement très marginal. Un étudiant qui intègre notre école, avec la sélectivité que nous avons aujourd'hui pour intégrer l'ESC La Rochelle, doit normalement être diplômé. Entendu. Question de Vincent. Quand peut-on partir à l'international en entrant par le concours Passerelle 2? Alors, je remercie Vincent pour cette question parce que nous venons d'ouvrir un parcours spécifique pour Vincent. Si Vincent est très intéressé par l'international, donc nous utilisons en fait ces 2 campus de New York et de Pékin, qui sont donc des campus associés, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ESC La Rochelle qui s'installe à New York et qui s'installe à Pékin. Et donc nous avons créé cette année le programme qui s'appelle Global Talent Programme, et qui est vraiment à destination des étudiants qui veulent s'inscrire dans une démarche internationale et interculturelle. Et donc en fait, Vincent, s'il passe le concours, et nous l'accueillerons bien volontairement, il pourra dès le mois de juillet s'identifier comme étant intéressé par ce parcours et partir dès la fin du mois de septembre à New York. Et donc faire son premier semestre au sein de notre école à New York. Et ensuite, dès le 2e semestre de son Master 1, réaliser ce semestre à Pékin, au sein de l'université de Beihang. Voilà. Donc nous avons créé ce parcours justement spécifiquement pour les étudiants qui nous intègrent en Master 2, alors en Master 1, pardon. Donc que les étudiants qui nous intégreront en licence 3 n'aient pas de crainte. Nous avons aussi foultitude de choses à leur proposer. Mais là, on est vraiment sur un parcours qui est dédié à des étudiants qui veulent réaliser un parcours très international, très interculturel, avec une véritable appropriation de 3 continents, puisqu'ils seront à La Rochelle, ils seront à New York et ils seront à Pékin. Avec une immersion très rapide dès le début. Immédiate. Voilà. Question de Caro. Le réseau des anciens étudiants est-il très important, puissant? Est-ce que nous pouvons trouver facilement des stages via ce réseau? Alors, le réseau des anciens, je pense que dans une école de management, c'est forcément, c'est comme les associations, c'est le cœur de l'école. Notre association, enfin notre école, elle est assez récente, elle a 25 années d'existence, c'est quand même déjà 12 000 diplômés. Donc, effectivement, c'est un réseau qui aujourd'hui est étendu, aussi bien en France qu'à l'international. Alors, faire partie de l'association des anciens, des alumni, c'est pas simplement effectivement rentrer en contact avec eux pour essayer de trouver un stage, c'est juste être en contact
avec ses aînés. Donc c'est bien évidemment pour trouver un stage, mais c'est aussi pour apprendre et à connaître les différents métiers qu'ils exercent aujourd'hui, apprendre à connaître différentes zones. C'est travailler ensemble sur des projets communs de l'école. Donc c'est un réseau qui est assez actif, qui est en développement, mais qui est assez actif et qui permet vraiment l'intégration de nos étudiants dès la première année. Parce que nous avons fait le choix depuis 3 années d'ouvrir l'association des alumni aux étudiants entrant dès la première année du parcours. Donc ça leur permet pendant 3 années, voire 4 quand il y a une année de césure, et 70% de nos étudiants font quand même une césure, c'est le moyen vraiment de s'intégrer dans un réseau, de le vivre pleinement pour demain s'insérer encore plus facilement dans le monde du travail. Question assez spécifique de Mathieu. Bonjour, je voudrais travailler dans le marché du vin plus tard. Avez-vous des formations spécifiques dans votre ESC? Merci. Alors, en œnologie, particulièrement, non. En revanche, nous avons des partenaires, on doit les connaître, qui s'appellent NC, notamment, donc une entreprise qui est très présente au sein de notre école. LVMH est très présente, mais tout particulièrement NC, puisque c'est la proximité avec le cognac. Nous avons aussi ce qu'on appelle une chaire de recherche avec cette entreprise, donc on travaille beaucoup avec eux. Et ce qui pourrait aujourd'hui, dans notre parcours, correspondre à ces recherches de compétences, c'est probablement le MBA que nous proposons en Master 2, en double diplôme avec l'ESC, qui est Communication Marketing en Luxury Management. Donc c'est toute la connaissance vraiment de ce secteur du luxe, qui passe bien évidemment par le monde du vin. Donc si c'est le vin dans son approche relation client, commercialisation, on peut répondre à son besoin. Si c'est plus dans une approche œnologique, non, on ne saura pas le faire. Question de Thibaut Dest. Bonjour, est-il possible de conjuguer sport de haut niveau et études chez vous? Si oui, comment? Quels sont les parcours plébiscités? Alors, nous avons des sportifs de haut niveau au sein de l'école, notamment parce que nous avons un pôle voile à La Rochelle. Donc nous avons beaucoup de voileux, nous avons beaucoup d'étudiants intéressés par le plan d'eau en grande proximité. En fait, le parcours, c'est un parcours qui est aménagé pour les sportifs de haut niveau, puisqu'ils ont une année de plus pour réaliser leur parcours grande école. Donc souvent, globalement, ils réalisent leur première année comme les autres étudiants, et c'est souvent au niveau de la deuxième année qu'on va commencer à dédoubler en fait les semestres. Donc on a les possibilités d'aménager spécifiquement pour les sportifs de haut niveau. Très bien. Alors, question de Xiao, mais il me semble que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les enseignements intégralement en anglais sont possibles. Vous parliez de English Track, donc j'imagine... Donc, dès la première année, un étudiant peut faire le choix de suivre un parcours 100% langue anglaise. Et à la fin de chaque année, on lui reposera la question pour savoir s'il veut continuer sur un parcours 100% anglophone ou s'il veut se réorienter sur un parcours francophone. D'accord, donc ce n'est pas enfermant comme choix, pas du tout. Peut toujours le... C'est un choix pour une année. Très bien. Pour une certaine question de logique. Oui, bien sûr. Et puis de cohérence aussi. C'est un engagement pour une année. Et à chaque fin d'année, on va lui reposer la question. Très bien. Question pour Lucie. Tu t'étais préparée aux oraux dès les écrits terminés ou tu avais suivi une préparation en amont? Entre parenthèses, je suis très timide à l'oral. Alors, je dirais que j'ai effectivement commencé vraiment à préparer mes oraux à l'issue des écrits quand j'ai eu mes résultats d'admissibilité. Et puis, je dirais que les oraux se préparent réellement le jour où on arrive dans l'école et qu'on est confronté aux étudiants qui nous accueillent, qui nous donnent énormément de clés et de petites astuces et de confiance en soi parce qu'ils nous rassurent sur les différents parcours qu'on peut suivre et puis sur les spécificités de l'école et de la ville. Et puis en ce qui concerne la timidité, je dirais que de toute façon, les oraux, c'est vraiment... L'objectif, c'est d'être réellement soi-même, de montrer ses qualités, etc. C'est pas un entretien d'embauche, c'est avant tout un échange et voilà, Complétez, Madame Laurent. Justement, on va rentrer un peu plus dans le détail avec la question de Schoolboy. Comment se déroule l'entretien oral? Comme une interview où il y a des épreuves spécifiques en groupe comme ailleurs? Merci pour le live. Bon, merci aussi. Merci d'avoir participé déjà. Alors nous avons des entretiens effectivement un petit peu spécifiques. Nous avons 2 entretiens. Nous avons un entretien individuel
et un entretien collectif. Donc l'entretien individuel, il est basé sur un document que nous avons appelé le Futurum Vitae. Alors, curriculum vitae, Futurum Vitae. Le Futurum Vitae, c'est l'opportunité pour le candidat, lorsqu'il vient à la journée des épreuves orales, de préparer, de formaliser son parcours au sein de l'école. Donc nous avons créé en fait un petit didacticiel en interne qui va reprendre l'ensemble des possibilités de parcours que nous allons proposer à nos étudiants. Il va faire ses choix et ensuite, ça va donc constituer son Futurum Vitae de référence et il va se présenter devant le jury avec ce document. Et en fait, ce document, et ça répond aussi à la question de la demoiselle qui se disait un petit peu timide, en fait, c'est une véritable aide pour commencer l'entretien. Le jury n'a pas obligation à rester sur le Futurum Vitae et à venir vérifier chacun des choix du candidat. C'est véritablement un outil d'aide au démarrage de l'échange. D'accord ? Et donc ça, c'est l'entretien de motivation. Notre objectif est de savoir, de vérifier si le candidat, entre guillemets, est bien à sa place. Est-ce qu'il sait pourquoi il a choisi une école de management et est-ce qu'il sait pourquoi il est ce jour-là à La Rochelle. Le deuxième entretien, c'est l'entretien collectif. Donc là, on vient chercher d'autres compétences parce qu'aujourd'hui, travailler en entreprise, c'est avant tout travailler en équipe, travailler en groupe. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le comportement de chaque candidat face à une situation qu'au départ, il ne connaît pas. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment il se comporte au sein du groupe. Donc, on va le faire travailler sur un projet associatif, justement. Et on va demander à ce groupe de candidats, 6 ou 7 candidats, de travailler ensemble pendant 35 minutes et ensuite, pendant 10 minutes, de faire une restitution de l'organisation qu'ils vont mettre en place. Et au-delà, on va dire, de toutes les idées très intéressantes qu'ils vont nous donner, et on les en remercie par avance, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment chacun d'entre eux se comporte. Est-ce qu'il a plutôt tendance à prendre le lead ? Est-ce que c'est un lead, on va dire, positif, qui supporte ses camarades ou au contraire qui est très exclusif ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester en retrait ? Voilà, on est intéressé par voir comment se comporte le candidat au sein de cet entretien. Mais toujours, j'imagine, sans profil type en tête, c'est-à-dire que le candidat qui est un petit peu en retrait, ça n'est pas forcément pénalisant. Mieux vaut être un peu en retrait qu'un leadership un peu exclusif. Ou... Je vous laisse à vos conclusions. Non, bien sûr, non, je vous avoue, c'est mon interprétation, mais c'est la nôtre aussi. C'est pour dire que, parce qu'on pourrait, à vous entendre, on pourrait se dire, donc il faut absolument que je m'affirme pendant l'entretien collectif. Il faut rester soi, de toute façon. Avant tout, il faut être soi-même. Et puis, on va avoir effectivement des comportements très différents. Ce qui est important, je dirais, c'est que l'ensemble soit cohérent. Donc, quelqu'un qui va se mettre en retrait, on peut espérer qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le groupe qui lui tende la main, justement, pour que les deux soient gagnants. Et nous, c'est ce qu'on va rechercher. Donc, je suis un peu timide, je suis en retrait. L'important, c'est que je puisse participer à un moment ou à un autre dans cet échange pour expliquer que même si, par nature, je ne me mets pas en avant, je fais partie du groupe et j'ai ma valeur ajoutée au sein du groupe. Donc, tous les profils nous intéressent, parce que de toute façon, demain en entreprise, on retrouvera cette diversité de profils. Donc plus on a une richesse, on va dire, dans ces groupes, plus on va avoir une richesse dans la promo, et nous, c'est ce qui nous intéresse. Merci pour cette réponse. Et maintenant, je vous propose un nouvel exercice de questions-réponses, la boîte à questions. Alors, première question pour vous, Isabelle. Citez 2 entreprises partenaires de l'école les plus attractives de la région. Léa Nature, Alstom. Léa Nature, c'est une entreprise rochelaise qui s'est développée au niveau local, régional, national, aujourd'hui international. Léa Nature, c'est la conception-production de produits du quotidien, alimentaires, mais produits du quotidien, bio, responsables. Et c'est aussi une entreprise qui est un véritable laboratoire au niveau de ses activités avec les salariés pour développer justement le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est pour nous une entreprise emblématique et qui d'ailleurs a développé un très gros partenariat avec nous. Et la deuxième, ce sera Alstom. Alstom parce que le site d'Alstom à La Rochelle est le site de conception des tramways et de TGV. Donc c'est un site d'engineering, c'est un site de pilotage. Donc c'est un site qui est très intéressant pour notamment notre spécialisation en gestion de projet. Et c'est un site qui prend aussi
notamment des stagiaires, mais aussi des apprentis. Voilà, 2 entreprises très intéressantes. Très bien. Lucie, quel est le lieu en ville qui te paraît le plus sympa pour décompresser après une journée de cours? Alors il y en a plein, et je dirais que le plus sympa reste le port de La Rochelle, où les futurs étudiants pourront retrouver une multitude de petites terrasses au soleil face à la mer, et qui est l'endroit le plus agréable, je pense. Deuxième question pour vous, Isabelle. Citez 2 raisons de choisir Groupe Subdeco La Rochelle. Humacité, pour être cohérente avec ce que j'ai dit avant. Et puis ensuite, la diversité des parcours. Je pense qu'on a le parcours qui correspond à chacun des candidats. Et dernière question pour vous, Lucie. Citez 2 raisons de venir à La Rochelle. 2 raisons de venir à La Rochelle, je dirais sa situation géographique, qui est effectivement, comme le disait Madame Laurent Collin, proche de grandes villes comme Paris, Londres, mais également Nantes, Bordeaux. Et puis sa situation proche de la côte, même sur la côte atlantique, qui nous permet une multitude d'activités nautiques très sympas. Merci pour ces réponses. Nous arrivons au terme de ce chat. On est même, je crois, légèrement en retard. Donc, si vous avez un dernier mot à adresser aux futurs étudiants, aux candidats, c'est le moment. Je pense qu'on les attend. On est ravis, rien qu'à l'idée de les recevoir, et on fera notre possible pour répondre à leurs attentes. Très bien, Lucie, un dernier mot. Et bonne chance donc à tous les candidats pour la session des oraux. Merci à toutes pour vos nombreuses questions et votre participation très intensive. On se retrouve demain à 18 h pour le M Normandie. Bonne soirée.